football, il a changé. C'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'est des Maoris et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous, welcome to la zone. Ça y est, les championnats sont tous terminés, ou quasiment tous en tout cas. Celui qui nous intéresse et sur lequel on s'attardera aujourd'hui est terminé. On va évoquer la Ligue 1 et... Oh, plus de musique, la vache, ouais. Bon, DJ l'ingénieur du son est en pleine forme aujourd'hui. Mani PZ, on lui fait un petit coucou, un petit clin d'œil. Vous voyez une belle team pour bien faire le débrief de cette Ligue 1, les honneurs habituels. Jonathan Bellin, Bobo, vous allez bien? Bah ça va, moi j'aimerais bien que tu m'appelles Jonathan Bellin ce soir. Je peux même pas te regarder dans les yeux. Bah attends, on va il est encore à Cannes. Il est à Cannes, c'est la période. Qu'est-ce que je te dis, c'est vrai, tu fais un peu les allers-retours entre Paris et Cannes, là, Bobo? Non, normalement c'est le LA, mais... Grand Prix de Monaco. Il y a quoi d'autre ce week-end? Ce week-end, oh là là, la transition est magnifique et toute trouvée. Ouais, non, on rappelle quand même à tous nos abonnés que ce week-end, la zone se déplace. On sera du côté des Folies Bergères pour aller à l'événement organisé par Mosaïque Champions League édition 2. La première édition avait été un succès. Et du coup, on y sera pour vous réserver de belles surprises. Ouais. J'allais dire Bobo, tu vois? Tu veux que je t'appelle Jonathan Bellin et puis c'est lui que j'appelle Bobo. Jonathan, ça va? Du coup, toi, t'es de quel côté? Moi, de la France? Moi, je suis du côté de... Pas mieux. Ok. Voilà, très bien. Swan, merci. Mister Swan, est avec nous. On a voulu mettre. Mais... Ouais. On a mis les petits plats dans les grands pour cette émission. Sur cette blague. Ok, d'accord. Bonjour. Je me suis retenu, tu vois. Ouais. Hello. Bonjour, merci tout pour va bien? l'invitation. Non, mais merci encore une fois. Tu vas devenir un zonard habituel, hein, sache-le. C'est quoi ta deuxième? Si je sais pas, j'espère que vous avez les moyens, surtout. Mais pour le reste, on ne compte plus les sous, comme on ne compte plus le nombre d'abonnés. D'ailleurs, on a combien d'abonnés là? 237 000, je crois, j'ai vu. Seulement. Ça n'arrête pas, quoi. C'est magnifique. Magnifique, voilà. Vivement l'euro. C'est pas du tout mérité, mais je sais pas pourquoi ça marche. C'est amplement mérité, c'est grâce à vous, les gars. Émission, donc, on disait un petit peu particulière. On va revenir sur les faits marquants de cette saison de Ligue 1 et puis sur cette 34e journée de Ligue 1, cette dernière journée qui a été extraordinaire. Here we go, on y va? Let's go. Let's go. Désolé, je ne me touche pas les fesses, je suis très transparent avec vous. J'ai un petit souci de micro. On y va, focus sur la fin de championnat. On rappelle le classement, on va jeter un petit coup d'œil. Le championnat de cette saison 2023-2024 a été remporté par le Paris Saint-Germain. C'est un peu petit, mais je pense que vous pouvez voir. C'est avant la dernière journée, ça, non? Non, c'est après. C'est après. Là, c'est après. Brest est troisième, exactement. Brest est troisième. Monaco, solide dauphin du Paris Saint-Germain. Et puis, vous voyez, c'est Lorient et Clermont qui iront faire un tour en Ligue 2. Quand Metz jouera son barrage contre Rodez ou Saint-Etienne, le match de barrage entre le 3e de Ligue 2 et le 4e de Ligue 2 se jouera très prochainement. Donc on se met en tête aussi les résultats avec les dénouements qui vont avec de la 34e journée de Ligue 1 sur cette dernière journée. Le Paris Saint-Germain qui l'a emporté assez tranquillement du côté de Saint-Symphorien à Metz. Là, quand vous voyez un petit peu les résultats, 5-0 de Lorient, tout proche du miracle et de l'exploit. Lyon qui l'emporte aussi dans les dernières minutes, qui donc se qualifie pour une compétition européenne alors qu'ils étaient derniers à la mi-saison. Quel match vous retenez? Qui veut se lancer? Bobo, je te vois très concentré. Non, allez, je te laisse un petit peu réfléchir. T'as regardé les matchs, là? Regarde à ses yeux, il n'a fait que ça, En replay? En replay. Non, bon alors Swan, peut-être toi. Quel fait marquant sur cette dernière journée? Un but, une image Il y a deux trucs qui vont marquer. Le premier, c'est un peu le frisson inattendu Lorient. J'étais devant mon multiplex. Je me cache pas, tout le monde le sait, je suis supporter de l'OM. J'attendais absolument rien de ce multiplex. Je savais très bien qu'on verrait 3 images de l'OM, peut-être un but d'Aubameyang et qu'on n'irait pas au Havre. Donc, tu avais besoin de t'amouracher un petit peu d'une petite histoire. Et quand tu as commencé à frissonner du côté de Lorient, tu avais ton petit fil rouge de la soirée qui allait te tenir un petit peu. Mais plus sérieusement, c'est plus le match de Lyon. Déjà, parce que tu as eu un petit peu le scénario avec le pénalty sur le poteau qui change un petit peu la trajectoire du match. Carrément. Et tu as le fait qu'au bout du compte, on n'a pas encore la finale de Coupe de France, mais ça vient quand même... c'est drôle parce qu'avec l'Olympique Lyonnais, évidemment, on a beaucoup plus d'attentes, mais ça vient quand même couronner une saison que moi, je qualifie d'exceptionnelle dans l'absolu. En tout cas, une deuxième partie de saison. Ouais, on peut parler du mercato, du fait qu'ils ont dépensé beaucoup de sous, etc. Mais quand même, en début d'année, quand ils étaient derniers, que les statistiques les emmenaient tout droit en Ligue 2, et le fond de jeu aussi, parce que c'était absolument horrible. On ne s'attendait pas forcément à les voir européens. Donc c'est un peu le truc du moment pour moi. Surtout qu'on a fait des émissions, on disait que ça allait être très compliqué, qu'on ne les voyait pas du tout. Moi le premier. Moi le premier, moi je disais. Ils vont recruter, on va vous remettre l'extrait, mais c'est pas grave. Sans aller jusque-là, moi le premier, je sais que ça m'avait. J'avais été plutôt inquiet sur l'état de forme de l'Olympique Lyonnais
à la mi-saison et je les avais même mis en garde, comme s'ils attendaient que ça de ma part. Je les avais mis en garde Je sur le fait sous-estime pas ton influence dans le football. que ça peut aller très vite et qu'on a vu des clubs comme Bordeaux ou Saint-Étienne tomber, tu vois, sur des saisons catastrophiques. Et je trouve que c'est, comme le disait Swan, c'est assez exceptionnel de voir en tout cas la deuxième partie de saison et fort du mercato qu'ils ont fait. Ligue 1, sur l'année 2024, devant Paris, devant Monaco, donc c'est assez. Moi, c'est plus le match de Lorient, tu vois, que je reviens là-dessus. On s'envoyait des messages tous avec tes potes. What the fuck, qu'est-ce qui se passe à Lorient ça, il leur manquait un but, que ce soit de Moustoir ou de... Ça s'arrête à 5, quoi, tu vois, genre, vraiment, tu te dis, s'il faut en mettre 1000, ils en mettront 1000, tu vois, et ça s'arrête à 5, incompréhensible. Et du coup, Bobo, toi, est-ce que tu as un match, une image Après, le match de Lille, tu vois, le Lille-Nice, où en fait, il y avait quand même un enjeu pour Lille, qui se démerde pas pour finalement faire mieux que ça et qui se mettent vraiment en difficulté sur la rencontre. Tu vois, moi, j'espérais l'exploit de Brest, je vais pas m'en cacher. J'avais envie qu'il soit qualifié directement et au final, ça sourit, tout sourit aux Brestois. Donc, mais je pensais pas que Lille serait accroché comme ça. Je pensais qu'ils iraient quand même. Surtout que Nice était assuré de finir 5e et rien mieux que 5e. Ils étaient en claquette. Mais bon, on aura l'occasion de revenir justement sur cette rencontre et sur la saison du LOSC. L'heure du bilan marseillais est arrivée, messieurs. Voilà. Il nous a un petit peu lancé là-dessus, Swan, l'OM, qui finit 8e de Ligue 1, 1 point de la Ligue Conférence et du Racing Club de Lens, 11 points du podium. C'est Pablo Longoria qui disait finir à cette position, c'est tout simplement inadmissible. Première question pour toi, mon Jo, est-ce que toi, tu es d'accord? Est-ce que c'est normal de finir hors des places européennes quand on a le deuxième plus gros budget de Ligue 1? C'est une vraie question. La réponse est dans la question. Tu vois, moi, je regarde le classement des budgets et à la fin de la saison, je regarde le classement en termes de points. Après, je me dis, bon, s'il y a des équipes qui ont joué en Coupe d'Europe, je peux enlever quelques points. Parce que l'OM fait quand même demi-finale. Mais pas de là à finir 8e, pas dans cette saison-là non plus, en plus. Tu vois, c'est surtout une saison où le fond de jeu des équipes soi-disant fortes était très faible. Je pense pas que ce soit... Enfin, je pense que c'est une saison de divertissement comme beaucoup d'équipes le font en ce moment. Et tous mes amis supporters marseillais sont au bout du rouleau. Mais au bout du rouleau. Voilà. Swan, tu disais que toi, tu étais un fervent supporter de l'OM. Est-ce qu'elle était éprouvante, j'allais dire, du début à la fin, mais même avant, déjà parce que Marcelino est arrivé, il a mis du temps à arriver. Il y a eu, on a entendu beaucoup de choses sur le fait qu'il était plutôt copain avec Pablo Longoria et qu'il aurait du mal un peu à s'acclimater à ce cadre-là. Comment tu l'as vécu, toi, cette saison, Marseille? Elle était éprouvante? En fait, pour moi, éprouvante, c'est pas le mot, parce que je trouve que c'est encore plus triste quand l'équipe que tu suis depuis que tu es petit, après j'ai suivi le foot pour d'autres raisons, des raisons plus professionnelles, mais c'est un peu l'équipe que tu suis par plaisir versus celle que parfois tu peux suivre par le travail puisque tu as une conscience professionnelle. Et je pense que la première chose que j'ai ressentie, c'est du désintérêt. Et ça, pour moi, c'est le carton rouge un petit peu absolu par rapport à quand tu as une passion, de manière générale. Je ne vais même pas te parler de l'OM, mais quand tu as une passion et que tu en viens à avoir du désintérêt pour cette passion-là, l'OM était devenu un petit peu un prétexte à me réunir avec mes amis qui sont supporters de l'OM pour passer un moment ensemble. Et le souci qu'il peut y avoir, et c'est un débat qu'on peut ouvrir, c'est qu'on se rejette un petit peu, et je trouve que les médias y participent aussi à la patate chaude sur les responsabilités, comme s'il y avait une personne un petit peu qui était responsable de tout ça. Ça peut être Pablo Longoria, parce que évidemment qu'on peut discuter de la construction de l'effectif avec un tel budget, c'était un peu l'argument de Joe, mais moi quand je vois une équipe qui est aussi catastrophique à l'extérieur toute une saison, il y a forcément Longoria, il n'est pas sur le terrain à l'extérieur non plus. Longoria, il n'était pas sur le terrain quand l'OM fait. J'ai eu la chance ou la malchance de commenter le match à Bergame. C'est une prestation qui est un petit peu indigne, d'un club du standing de l'OM, et de deux, on pourra aller sur certains joueurs, mais je pense à des joueurs comme Kondogbia. Tu vois, forcément, quand tu parles de salaire, quand tu vois le salaire qu'il a et le statut qu'il a quand il arrive, même si on sait très bien qu'il n'est pas forcément dans son prime ou dans la forme de sa carrière, tu as des joueurs qui étaient vraiment en difficulté. Donc la saison, elle était. C'est vrai que Kondogbia, il a été bon au meilleur moment de la saison de Marseille. Bien sûr. Mais du coup, mais irrémédiablement, quand tu arrives avec ce statut et ce salaire-là, tu attends que ce gars-là soit le leader de l'équipe jusqu'au bout. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Mais du coup, le bilan de la saison, pour moi, c'est le plus mauvais de l'arme à courte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et finalement, il y a eu cette chance de demi-finale de Coupe d'Europe qui est venue un petit peu à la fois créer un frisson, je ne vais pas te mentir, parce que j'étais chaud, et à la fois être un vrai arbre qui cache la forêt. Parce que au final, Bergame te remet à ta place, celle qui t'appartient. Voilà. J'ai une petite parenthèse. Bobo, moi j'ai le sentiment que c'est pareil pour nous, pour la saison qu'on a vécue au PSG, et qu'il y a eu une demi-finale européenne de Ligue des Champions,
on a choc comme jamais, comme souvent d'ailleurs, c'est pas comme jamais, mais comme tout le temps, comme tout le temps. Et j'ai eu ce même sentiment de ne pas regarder contre Toulouse, de ne pas regarder le dernier match, etc. J'ai regardé le multiplex, alors qu'avant je regardais plutôt le match de Paris, tu vois. Et je me dis, au final, tes mots vont aussi sur nos mots, tu vois, de MAUX, tu vois, sur la saison. Et au final, je me dis qu'il y a encore des similitudes entre Paris et Marseille, où on fait une saison qui est bien. On fait une demi-finale de Ligue des Champions, comme vous faites une demi-finale de Coupe d'Europe aussi. Et il n'y a rien. Bon, après, l'avenir. Mais après, c'est quoi? C'est en termes de déception, en termes d'émotion? Parce que ces derniers temps, le Paris Saint-Germain a quand même réussi à banaliser un petit peu l'exceptionnel. Chaque année, il y a au moins 1, 2, voire 3 trophées, ce qui est sur le papier une très bonne saison, non? Ouais, j'attends qu'ils gagnent quand même contre Lyon. Il y en a 2. Oui. Et il faut gagner la finale contre Lyon. Je pense que la différence, je comprends la similitude dans la déception, et le fait qu'au final, c'est normal qu'il y ait des degrés différents de déception, parce qu'aujourd'hui, Paris et Marseille ne boxent pas dans la même catégorie. Moi, ce qui m'a profondément dérangé avec l'OM cette année, et je pense que là-dessus, supporters parisiens et observateurs du PSG ont eu quand même un peu plus d'éclaircies, c'est que l'OM a quand même été très souvent pénible dans le jeu cette année. C'est-à-dire que tu vois, tu peux être déçu de la saison avec Tudor pour une raison X ou Y, si on peut en débattre, même si c'est pas forcément une émission focus OM à 100%, mais tu avais des matchs où l'équipe arrivait à t'emballer, où tu savais qu'il y allait avoir de l'allant, tu savais que tu avais des partis pris assez couillus sur le pressing haut, sur le 1 contre 1 derrière, sur le fait que l'équipe elle allait jouer un jeu. Là, cette année, bon, déjà tu vois 1000 coachs, déjà tu as ça, et tu as quand même... il y a eu l'effet Gasset, il gagne 5 matchs quand il arrive, ok. Mais quand tu revois la tristesse des sorties de balles, la tristesse des plans de jeu, etc., moi, c'est plus ça qui m'a blasé. En vrai, je préférais toujours supporter une équipe dont le football me plaît un minimum qu'une équipe que je trouve triste. Et au final, là, on voit Aubameyang à l'écran. Heureusement qu'il était là. Parce que, voilà, c'est lui, en fait, là. À 2 buts de Drogba, en final. En fait, après, la saison, elle part quand même très mal, parce que quand tu te fais sortir par le Pana au tour préliminaire et que tu te dis... Moi, ce qui m'interroge quand même, c'est que je me dis, normalement, tu construis ton effectif... avec T'en perds ton latin. Ouais, j'en perds mon latin. Avec l'ambition d'aller en Ligue des Champions. Parce que même si tu fais le tour préliminaire, tu commences à construire un petit peu les choses comme ça. Tu te dis, comment une équipe qui est construite pour aller en Ligue des Champions, elle se retrouve à pas pouvoir se qualifier en Coupe d'Europe? Déjà, tu te dis que, heureusement, rétrospectivement, tu te dis qu'heureusement, c'est qu'il n'y a pas eu la Ligue des Champions. Parce que ça aurait été... Et après, de toute façon, on allait arriver sur ce bilan-là. C'est que, à part Aubameyang, et moi, je l'avoue, franchement... Surperformé, je sais pas. Mais en tout cas, comme Sanchez, il a montré un truc. Et ça, c'est un truc que je vois assez souvent aussi dans le championnat belge. Par exemple, quand cette année, Torgan Hazard est revenu dans le championnat belge, tu vois, en fait, que les gars qui ont joué un poil plus haut, comme Sanchez, comme Aubameyang, comme Torgan Hazard quand il revient en Belgique, en fait... Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. T'avais la même sensation avec Sanchez. Aubame, il a eu du mal à démarrer. Mais tu vois qu'en fait, quand le gars, il est sérieux et que finalement, il se remet vraiment dedans, tu vois que le gars, il a joué un poil au-dessus et qu'au final, il est quand même plus fort que beaucoup de gens du championnat. Je vais repréciser ce que je voulais dire. Quand je dis surperformé, c'est par rapport à moi ce que je Ah oui, non, mais moi le premier. Moi, j'avoue que j'ai été étonné par le niveau affiché, par l'envie affichée, par l'implication affichée par Aubameyang. Et comme tu le disais, ça a quand même bien porté l'équipe. Après, je trouve ça quand même complètement anormal. Mais c'est pas lui au bout du compte, c'est pas lui le problème, parce que tu parlais du mercato. On va parler de Longoria. La structure, on est obligé de la structure. Justement, Pablo Longoria, toi, tu as évoqué ça, tu as évoqué le nombre d'entraîneurs différents. Depuis qu'il est président de l'OM, donc en un peu plus de 3 ans, c'est 7 entraîneurs différents. Marcelino, Bardonado, Gattuso, Jean-Louis Gasset, Igor Tudor, Sampaoli, Nasser Larguet. Je compte les entraîneurs intérimaires, mais ce qui veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de changements. Nasser Larguet ? Énorme. Énorme. C'est la première saison hors top 5 depuis 10 ans, depuis la saison 2014-2015 où ils avaient fini 13e. Et depuis qu'il est président de l'OM, c'est toujours le même discours en fin de saison. On cherche un peu plus de stabilité, d'ondes positives, de dynamique et surtout un effectif qui ressemble plus à la ville et un petit peu à ce côté olympique de Marseille. Est-ce que vous arrivez encore à croire au discours de Pablo Longoria ? Moi, je trouve ça très décevant, l'évolution de Longoria à l'OM, en tout cas en termes de résultats, surtout, parce que il y avait une extraordinaire construction. C'est aussi ça qui fait la déception. C'est que l'OM,
en tant que supporter parisien, tu te dis ils sont en train de revenir quand même, tu vois. Et il y avait un mouvement, il y a eu cette 3e place l'année dernière. Il y a eu de la qualif, elle s'est fait sur Lens, je crois, il y a 2 ans ou un truc comme ça, où tu perds la 2e place, la qualification directe. Et au final, tu te rends compte que là, qu'est-ce qui a été le plus important dans cette dernière journée ? C'était entre Brest et Lille pour savoir qui va être qualifié direct. Parce que tu as 2 tours compliqués. Tu avais la AEK Athènes, mais derrière, tu as encore un truc plus compliqué en 2e tour préliminaire maintenant. Donc, je sais pas, Longoria, moi, j'étais vraiment admiratif de son travail au départ, parce qu'il a fallu repartir de zéro. Mais entre construire une base il a et fallu après partir tout court cette saison. Et après développer. Ça, faut pas l'oublier dans la saison de l'OM. C'est quand même. Tu parlais de divertissement dans la saison de l'OM. C'est un peu un épisode qui a Je pense compté. qu'il s'est trompé sur Marcelino et il l'a vite compris. Marcelino est parti. Là, il fallait faire un 2e choix et on en parlait quand ça s'est fait. Gattuso, ça n'a pas été un bon choix. Je sais pas, il manquait des joueurs créatifs au milieu de terrain, il manquait tellement de choses. Tu peux pas. Qu'est-ce qu'il faut justement pour que l'OM un petit peu soit de nouveau ambitieux et embête le PSG, l'AS Monaco, même le Stade Brestois ou Lille, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut changer la direction, il faut changer les entraîneurs, il faut changer les l'entraîneur, joueurs. tu n'auras pas de choix de toute façon. Il faut. Là, en tout cas, à l'heure où on se parle, donc on est le 23 mai. Il faut aujourd'hui. faire monter Enzo Sternal en équipe première, remettre de l'allant dans un club qui sort de moins en moins de joueurs. Il faut créer des trucs, il faut créer du mouvement. Les supporters sont extraordinaires. Il faut le dire, comme ils font une saison. De toute façon, quand tu vois la saison à domicile et la saison à l'extérieur, tu dis. Ils sont incroyables. C'est ce qu'ils te disent aussi, c'est que ça a fait gagner des matchs cette année. Tu vois, que c'était, surtout en Coupe d'Europe, c'était quand même bien game changer. Mais moi, je m'étonnais, parce que tu vois, là, les U19, je crois qu'ils sont en demi-finale de championnat national. Tu vois, je suis étonné aussi du peu de joueurs qui montent. C'est un truc. Après, ça, c'est pas inhérent à Longoria, c'est quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps. Non, mais quand le discours, c'est on veut une équipe qui ressemble plus à la ville. Moi, je suis quand même étonné que, tu vois, on aille chercher toujours un mec sorti de je sais pas où. Mais après, tu vois, le truc l'équipe qui ressemble à la ville a forcément des limites. C'est-à-dire que quand tu es le PSG et que tu veux faire une équipe qui ressemble à la ville et que tu te retrouves à avoir des potentialités de recrutement, que ce soit par rapport à ta surface financière ou le talent des joueurs issus de la région parisienne, qui est phénoménal, tu te dis le projet il peut être un petit peu crédible et que c'est important pour le PSG de se franciser, entre guillemets. Quand tu vois des profils qui arrivent, tu te dis c'est un peu limité. Voilà, exactement. Mais par rapport à Marseille, tu vois, là, pour moi, l'urgence, et j'ai l'impression que c'est le même son de cloche chez les supporters, les gens qui aiment l'OM, etc. Les gars, tu les entends pas dire, ils veulent des Marseillais 100%. Aujourd'hui, peut-être que le mec qui a eu toute l'année le niveau de jeu le plus satisfaisant, mais surtout la mentalité la plus Marseille compatible, c'est Balerdi. Tu vois, le gars, il a eu il a été critiqué, mais il a été très bon cette année. Et au final, tu vois, le match aller contre l'Atalanta, c'est lui, il se bat comme un chien, il est sur tous les duels, il fait un match extraordinaire. Pour moi, c'est plus ça que tu veux quand tu es supporter de l'OM. Il n'aime pas Balerdi. C'est pas le défenseur que j'apprécie le plus. Pour le coup, moi, je trouve qu'il a évolué de façon intéressante. Je trouve que cette année, il a tenu un peu la baraque. Le problème, c'est qu'il y a Gigot à côté qui fait une saison catastrophique. Exactement. Mais Gigot, il a peur de rien. Il est Marseillais, mais il prend un rouge. En fait, c'est ça, c'est que Gigot, quand tu vois que si tu veux jouer la fibre Marseillaise, t'as Gigot qui peut être capitaine, tout ce que tu veux. Ok, c'est bien parce que c'est Gigot. Iliman Ndiaye, il fait des jongles à Marseille-Saint-Charles, mais gros. 17 millions d'euros. En fait, l'argent, et là, pour le coup, on revient sur Longoria, l'argent qui a été dépensé sur certains profils. Tu prends du Vitinha, tu prends du Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, c'était très dur cette saison, très dur. Correa. Unai. Le Correa, c'est du prêt. Ouais, mais. Alors Correa, par contre, en vrai, pour le coup, autant quand tu te plantes sur une petite pépite où tu lances une pièce, tu te dis, ok, voilà, t'es déçu. Correa, il n'y a pas un mec qui regarde le foot en Europe qui dit c'est une bonne idée. Le gars, tu sais très bien. Ouais. Et Ismaïla Sarr, c'est dur aussi. Enfin, en fait, il n'y a pas eu de Merlin, on va lui laisser. Merlin, il est jeune, il vient d'arriver, tout ce que tu veux. C'est un latéral gauche. C'est un latéral. Non, mais il a été quand même déjà sérieusement en galère. Quand tu vois à Bergame, ça joue un peu plus vite. Même sur la qualité de centre, il y a des moments. C'est difficile. Et après, c'est hyper compliqué. Moi, je trouve que la priorité aujourd'hui, c'est de ramener du talent dans cette équipe, surtout en termes de maîtrise, de contrôle, de possession, de technicité de passe. Vraiment, le départ de Payet n'a pas été remplacé. Et c'est pas Unai qui va remplacer Payet. Il faut quand même le dire à un moment donné. Unai, c'est peut-être un très gentil mec, mais à part, on en parlait la dernière fois, mais à part dézonner sur la ligne de touche, parce qu'il refuse les duels physiques au milieu, mais tu peux pas jouer avec des mecs comme ça. Tu peux pas t'attendre à ce que ton milieu de terrain
organisateur de jeu, ce soit Verretou ou Rongier quand il est là. C'est pas possible. C'est insuffisant. Et c'est des super joueurs. Ne lance pas sur le débat Verretou avec Boris parce que. Non, mais c'est des très bons joueurs, mais c'est pas leur qualité, tu vois. C'est un clivage dans notre couple amical. C'est pas leur qualité de créer le jeu. Moi, je l'aime beaucoup. C'est lui qui l'aime pas. Non, mais d'accord, mais tu l'aimes pourquoi? Parce que c'est un numéro 10 ou parce que. Non, je l'aime parce que c'est un super joueur de foot, mais c'est pas un numéro 10, c'est pas ça que je lui demande. Non, mais voilà, exactement. Mais le problème, c'est que t'as Kondogbia, t'as Verretou, t'as Rongier, et il n'y a pas un seul mec qui va créer le jeu. Donc tu fais comment dans ton équipe? Quand t'as à droite Ismaïla Sarr qui fait n'importe quoi, et à gauche Ndiaye qui fait n'importe quoi. Est-ce que c'est pas un souci de consigne tactique ou Non, c'est un souci de structure d'effectif complet. C'est juste, il n'y a pas les joueurs. T'évoquais Zunounaï qui est plutôt chétif, plutôt frêle. Moi, je pense à Angel Gomez qui est à Lille sous un Paulo Fonseca. Il est exceptionnel et il est co-meilleur passeur de Ligue 1. Pourtant, il fait 1m65. C'est pas le plus costaud. Ismaïla Sarr, quand il arrive, quand même, on se dit, moi, je me suis dit, c'est limité pour l'OM, tu vois, en termes de profil technique. Je sais pas c'est pas un joueur que je sentais fiable et tu as quand même avec le contexte marseillais, la pression qu'il y a, on te demande de la régularité, on ne te demande pas toujours d'être exceptionnel, mais on te demande quand même de la régularité minima dans les performances. Et Ismaïla Sarr, déjà quand il était en Ligue 1, c'était pas ça avant. Donc, en fait, ce qui fait mal à l'OM sur le comparatif des dernières saisons, c'est que, ok, tu viens de le dire, tu peux pas traiter l'OM comme un club comme les autres. Ouais, parce ça c'est sûr, c'est pas un club comme les autres. Il y a je déteste ce mot du contexte marseillais avec des immenses guillemets, mais tu sais très bien que en termes de pression, en termes d'attente, c'est positif comme c'est négatif. Ça dépend pour qui. Mais en fait, ce qui fait mal à Marseille et à Longoria, tu parlais de Longoria, s'il suscite la déception, c'est parce qu'il avait suscité l'attente. T'es jamais déçu des gens dont tu te fous. Donc, il a fait des très bons transferts. Il a fait aussi des très bons transferts. Mais le truc, c'est que tu as eu des équipes, tu parlais de Brest tout à l'heure, tu as eu Lens l'an dernier, tu te fais gifler par Bergame, où tu as des clubs en fait, où tu te rends compte, tu as quand même quelques petits exemples par-ci par-là, où tu as des clubs qui travaillent bien. Et c'est mon credo, ça. C'est bizarre, mais ça marche. Ouais. Je pense que c'est plus dur de bien travailler à Marseille. Ça, c'est sûr et certain. Donc tu peux pas arriver. Ouais, mais t'as pas le temps en fait. Tu peux pas arriver en mode. Mais le temps, il y a des moments où en fait. Là, t'avais le temps là. Il y a des moments où le temps, il faut le prendre. Et pour le coup, tu parlais des supporters tout à l'heure. Je trouve que notamment cette année, ils ont été plutôt d'une patience à toute épreuve. Et de toute façon, le temps, dans tous les clubs où tu as de la pression, tu le gagnes de deux manières. Soit tu gagnes des matchs, soit tu excites les gens. Et là, tu as éliminé l'un ou l'autre. Moi, c'est ce que je reproche à Longoria le plus, c'est qu'ils ont essayé de faire genre avec Gattuso, il a essayé de faire genre avec Mohamed Meni Benatia. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Moi, je trouve que c'est du faux. C'est du fake, tu vois. Mais pour le coup, sur ton credo de la méritocratie, je trouve que cette année, on a été servi, parce que, bon, évidemment, tu as Brest, et tu as les arrivées de Grosso et Gattuso, où les deux se plantent de manière monumentale, et tu perds, c'est tout. Mais tu perds. Je suis désolé, mais on en parlait à leur arrivée, enfin, c'est pas des bons entraîneurs. Ouais, bien sûr, mais. Gattuso était sur 7 échecs d'affilée. Tu peux pas. Et mettre autant d'argent, tu l'as dit, moi, c'est le plus important pour moi, c'est ça. Sur Ndiaye, sur Sarr, sur Vitinha, enfin, c'est choquant, je trouve ça choquant. Toujours est-il qu'à l'heure où l'on se parle, on est le 23 mai et l'Olympique de Marseille n'a toujours pas d'entraîneur, puisque Jean-Louis Gasset l'a dit, voilà, c'était le dernier match de sa carrière. Il n'existera plus sur un banc de Ligue 1, mais un banc professionnel, sur un banc de touche tout simplement. L'OM n'a pas d'entraîneur. On sait que ça doit aller très très vite. Marcelino a mis du temps la saison dernière à arriver. On entend ici et là Sergio Conceição, Paulo Fonseca. Comme annoncé, ce sera Milan. Oui, c'est vrai, c'est Fabrizio Romano en plus qui l'a annoncé. Here we go. Donc à votre avis, quel type d'entraîneur il faudrait? Est-ce que parmi ces trois-là, étant donné qu'il n'a toujours pas signé Paulo Fonseca, on va dire qu'il est toujours dans les clous, parmi ces trois-là, qui vous aimeriez voir ou qui serait le plus utile à cet effectif olympien? Je veux se lancer Bobo. Conceição, Benatia, il a démenti aujourd'hui. Non, il a démenti l'info. Il n'a pas démenti le fait qu'il viendrait. Il a démenti le fait qu'il est accepté ou refusé. Il a dit faux. Je sais pas, il a juste commenté en disant faux. Je sais pas, parce que moi j'aurais dit aucun des trois. Donc, Ah bon? Ah non, moi j'aurais pris Almeida, j'aurais pris Conceição, j'aurais pris comme ça. Hein. Moi, Fonseca, je me suis fait une raison parce que je pense vraiment qu'il viendra pas. Mais par contre, j'aurais vraiment aimé. Mais pour le coup, je pense que le plus compatible des trois, c'est Conceição, pour plusieurs raisons. Déjà en termes, je pense que peut-être que j'aurais préféré Fonseca pour des raisons footballistiques, mais je pense qu'en termes de caractère, Conceição est tout à fait adapté et tout à fait capable de gérer la pression quand tu as été capable d'être à Porto dans des conditions comme ça. Quand tu as joué au Standard, qui est vraiment un club qui ressemble beaucoup à Marseille et où il a été vraiment adulé en tant que joueur. Pour moi, c'est un gars qui a la stature à fond pour Marseille. Et je suis surpris pour moi, quand tu sors de Porto, bon après c'est pas un grand Porto, mais
t'as d'autres ambitions que l'OM généralement. Tu vois ce que je veux dire? C'est même plutôt Au le moins un chemin club inverse. européen, Tu quoi. vois. Ouais, après. Avec des champions ou des choses comme ça, même s'ils vont pas la jouer cette année, tu vois, je me dis c'est surprenant quand même, et je trouve ça génial pour Marseille, tu vois. Après, il n'y a pas énormément à part le Bayern, dans l'absolu, il n'y a pas énormément de bancs hyper sexy de libre aussi, tu vois. Bah, il y a Chelsea aussi où il y a tout à refaire. Même si tu joues pas. Comment j'ai pas envie de me mettre sur le banc de Chelsea, mon gars. Liverpool, Ah, c'est Bah, budget Ouais, limité. c'est une bonne partie de J'ai FM, mais. oublié son prénom, mais il est plutôt chauve, celui de Liverpool, celui qui va le remplacer. Arne machin. Ouais. Arne Slot. Ouais, Arne Slot. Ouais, mais il est déjà pris. Oui, non, mais c'est ce qu'il disait. Ah, Il non, était je sur le disais, banc de Liverpool. pas c'est Liverpool. Ah, Il y avait Farioli, plus c'est de- trop tard, dommage. Putain, dommage. Il part à l'Ajax. Ah, tu pensais à Farioli? Bah, dommage. Non, il est Mais moi, Bon, il j'arrive- aurait été tu vois, Moi, Marseille j'aime pas. compatible. Moi, j'aime pas. Mais non, pas du tout. Moi, j'ai pas pris de genre. Tu t'ennuies quand tu regardes les matchs de Nice. Moi, j'ai regardé 7 ou 8 matchs de Nice, je me suis mais Est-ce que tu les as finis? Oui, mais genre, vraiment grâce à ça, quoi. Tu vois, sinon. Bobo Jo t'a coupé, t'allais dire. Non, mais j'arrive pas à être convaincu par les. Tu vois, genre, en fait, il y a tellement de moments où on se dit, bah lui, ça peut, tu vois, ça coche toutes les cases et ça passe. J'arrive plus à savoir, tu vois, est-ce qu'il faut quelqu'un qui a du tempérament, pas de tempérament. Mais en fait, il faut de la que- Fonseca, moi j'aime Da Fonseca. Non, Fonseca. Fonseca. Capable de Fonseca. faire la pression, c'est tout. Omar Da Fonseca. tu vois. En- Non, Fonseca, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait avec Lille, donc. Mais tu vois, genre j'ai du mal à, enfin, j'arrive plus à savoir quel est le profil idoine pour. mais parce que pour l'OM. mais parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe qui t'amène, même si t'amènes Klopp demain, si tu le laisses 3 mois pour travailler et que tu lui changes 3 fois l'effectif et que tu lui mets des joueurs dans les pattes, ça risque de pas être extraordinaire. Peut-être mieux, ce sera certainement mieux. Hein, Le mais... problème, c'est que quand tu es à Marseille, il faut que tu sois fort mentalement, il faut que tu sois bon techniquement, parce que c'est quand même ton taf, tu vois, de proposer du jeu. Moi, je suis supporter de Marseille, on me dit Franck Hez, je sais pas si je suis content, honnêtement, parce que voilà, ça va être un 3-5-2, les supporters à Marseille, le 3-5-2, ils veulent même plus en entendre parler, ils veulent voir du jeu, quoi. Donc si tu veux du jeu, tu prends un entraîneur qui fait du jeu. Contre Sessao, pour moi, ça n'a pas été le jeu pendant 3 ans, là. Ah, ça, c'est vrai. C'était pas bon. Almeida, j'ai pas assez vu Athènes jouer. Je sais pas si c'est très bien. En tout cas, ils ont surperformé parce qu'ils ont fait des bons résultats en Coupe d'Europe et au tour préliminaire et après. Mais après, tu te dis en termes de jeu, qui tu prends aujourd'hui en Ligue 1? Eric Roy, il va rester, je pense, à Brest pour Will travailler Steele. avec les champions. Ah, oui, Will Steele, la hype, elle est mais loin derrière. Et je pense que lui, il veut partir de la Ligue 1, même si c'est un bon coach, tu vois. Après, je sais pas, il n'y en a pas des masses. Hein. Bon, faudra Des mecs qui sont dans la il y a Thomas hype, Tuchel. quoi. C'est vrai. Et ça vient Nasri aussi. Il y a Samir Nasri, Habib Il a pas Bey. encore fait Ouais, des- en fait, la liste, elle serait Après, lâchée. Ah, vraie question, Habib Bey. Ah, Habib Bey, tu T'aimerais bien ou plutôt pas pour, plutôt pas d'avis, plutôt tu peux pas le dire, plutôt je sais pas. Bon, pourquoi je pourrais pas le dire? Je sais pas. Non, je préférais qu'il entraîne un peu ailleurs avant d'aller entraîner à l'OM pour. À Twitter, ils ont été, ça a été violent sur Bey quand même. Ah, la plupart des supporters disaient qu'ils n'en voulaient pas. Non, il y a eu des mèmes, genre comme il se met beaucoup en avant Ah, en ce oui, moment, du coup il s'est fait un peu tacler. Après, c'est l'entraîneur qui est énormément mis en avant à partir Après, du moi, moment où j'aimerais- il est sur tous les Moi, plateaux. j'aimerais bien qu'il reste au Red Star, Mais il a annoncé qu'il continuera pas en tout cas. donc c'est dommage. désolé de j'aurais te bien aimé. décevoir pour ça. Bon, saison sous haute tension en tout cas du côté de l'Olympique de Marseille, on l'aura bien compris. Je voulais juste, avant de clôturer sur ce point-là, un truc que Jo a dit et sur lequel j'étais pas du tout d'accord, sur la façon de vivre la déception du Paris Saint-Germain qu'on mettait vraiment, tu vois, un peu en miroir avec celle de l'OM. Et moi, je me lasserai jamais d'être champion et d'avoir gagné peut-être 3 trophées dans l'année. Enfin, tu vois, genre il y a un truc où c'est même s'il y a un truc de OK, tu t'es fait sortir en Ligue des Champions, je le décorrèle complètement de la manière dont je me dis c'est quand même encore une saison Ah, mais je parlais pas de ça. hyper bonne. Est-ce que tu n'en as pas assez de voir qu'on perd à chaque fois qu'on est éliminé en Ligue des Champions quand on est champion genre contre le match de Toulouse, tu perds 3-1. Tous les ans, tu le perds ce match. Tu vois. Ouais, mais tu dis, je crois que tu parlais de déception plus globale. Non, je te parle juste que moi j'en ai assez de voir qu'à chaque fois qu'on est champion, c'est très bien d'être champion. Ok. C'est très bien. Parce que je pensais que Mais le point juste c'était de banaliser de la voir victoire que les- et moi c'est un truc que j'aime pas Toulouse, trop. ils sont en vacances. Ils jouent rien à Toulouse. Ah, tu vois. ok. C'est un match pour vraiment se faire plaisir. Parce que j'ai des débats avec des potes qui me disent genre la Ligue 1 on s'en fout, tu vois. Et puis il y a eu trop de trucs. On parle assez, je parle assez avec Swan pour dire que la Ligue 1 on s'en fout pas et que si demain il gagne la Ligue 1 il sera. Non, mais il y a eu trop de trucs autour de Mbappé, Nasser, ça m'a usé. Après, la semaine qui précède le match de Toulouse, c'était assez mouvementé. Il y a C'était- l'élimination en Ligue des Champions. Tu as Mbappé 2 jours plus tard qui annonce qu'il va partir. Tu as cet imbroglio sur l'hommage, pas hommage. Ici, de Nasser Al-Khelaifi. Bref, c'était un peu- Michel Montana, si tu nous regardes.
Ouais. Michel Montana. Les gens- Bien sûr, ouais. 30 ans, la voix du Parc des Désolé Princes. pour mon aparté, Paris Ouais. Saint-Germain. Non, mais tu avais raison. Je crois que tu voulais finir tôt, mais vas-y. c'est pas grave. Bon, évoquons maintenant, on a parlé de Paulo Fonseca potentiellement comme futur entraîneur de l'OM. Selon Fabrizio Romano, ce ne sera pas lui, puisqu'il aurait dit oui au Milan AC. Mais évoquons quand même Paulo Fonseca, sa saison du côté de Lille. On rappelle avant la dernière journée de Ligue 1, Lille était 3e, à égalité de points, mais devant grâce à sa différence de but. Le Stade brestois qui était donc 4e. Et Lille a floppé dans les ultimes secondes en encaissant un but à la dernière seconde, concédant le nul à domicile de partout contre Nice, une équipe qui était en claquettes chaussettes, on peut le dire. Justement pas. Justement, voilà, c'est un truc très important que peu de gens savaient avant le match, c'est que au moment où il y a 2-1 pour Lille, il y a 0-3 à Toulouse. Ouais. Si Brest gagne, mais un autre but à 4-0, il passe devant. Ouais. Donc, oui, mais ils sont pas non plus en claquettes non plus, tu vois. Non, je disais Nice était en claquettes Nice. chaussettes. Ah, pardon. Ouais. Alors, je fais un banc Tout ça pour honorable. C'était long en plus. hein. Ouais. Je me suis dit, où est-ce qu'il va en venir? Je pensais à ça depuis tout à l'heure, je me disais... Il attendait le Brest, moment. Brest Il voulait était à un but, te nuire. à un Ouais. but de monter, enfin de passer 3e quand même, quoi qu'il arrive. Donc, Du coup, bad. j'ai employé le terme de flop pour le LOSC. Est-ce que c'en est un, tout simplement, ou pas? énorme. Pas du tout. Oh, non. Énorme. Énorme flop. Sur la saison Non, Qu'il fasse sur la saison, sur 4e. le dernier match. Oui, mais est-ce qu'il n'y a tu peux pas regarder. un goût d'inachevé, Ouais, même c'est- s'ils ouais, mais- ont été entre 4e Si t'es- et 5e tout au long Si de t'es la supporter saison? lillois. Si t'es supporter lillois. Mais même si t'es joueur lillois, même si t'es... Non, mais si t'es comme moi qui m'en fous de Lille, je trouve que c'est pas du tout un flop. Enfin, tu Ok. vois, enfin, quand je dis je m'en fous, j'ai rien contre eux, je suis pas supporter de Lille. Tu parles de la saison. Mais ouais, tu vois, après, ce match-là en lui-même, évidemment qu'il y a de la déception Non, mais parce je suis que. d'accord avec toi, mais parce- on n'était pas d'accord avec... Parce que là, est-ce que c'est bilan de la dernière journée ou bilan de la saison Bah, entière? Parce c'est que, un tout, c'est un tout. parce que tu vois, Faut- ouais, mais tu vois, il y a C'est une vraie question, alors, c'est une vraie... non, mais je trouve que tu vois, il y a un. Ce qu'a fait Brest, c'est assez extraordinaire. On va revenir dessus, j'imagine, après. Mais je me dis que si jamais, au début de la saison, tu dis à Lille, on fait 4e, tu vois, et on a l'opportunité peut-être de faire la Ligue des Champions l'année prochaine, est-ce que tu signes pas, tu vois, genre... Je sais pas. Moi, tu signes, mais Non, tu te non. dis en vrai, c'est pas une surprise de ouf. tu vois. Je Bah pense oui. que Fonseca, il moi, je trouve que c'est quand même bien réussi, tu Fonseca, vois. il vise la 3e place. Hein, En vrai, de toute façon, je pense que, on parlera de Monaco un peu plus tard. Mais pour moi, à part Paris-Monaco, derrière, t'es Lille, t'es Marseille, t'es même Lyon, Lens. Tout le monde vise la 3e place. Après, c'est Ah, parce aussi, que, quoi. après, c'est Ouais. parce que quand la saison, elle commence, moi, je mets forcément Marseille, Lens devant, tu vois. Devant Lille? Ok. Ouais, au début de la Désolé, saison. j'ai imposé le Non, temps d'un mais coup, tu sais que, Ouais, mais tu enfin, sais tu vois, en c'est vrai, un- c'est un vrai. Alors pour le coup, c'est un vrai débat. Mais je pense que typiquement, en début de saison, si tu prends les effectifs de l'OM et de Lyon et celui de Lille, je crois que je prends celui de Lille. Tu sais que Lens, ils jouent la Ligue des Champions, tu sais qu'ils vont perdre des points. Voilà. Après, Lille, Après, Ouais, mais tu après, vois, après, il y a Lille des qui choses joue- qui ont très bien tourné. Il y avait des Lille choses, qui tu joue vois, la des coupe. gros vas à ce niveau-là, Ouais, voilà. des choses comme ça. Ok. Mais Mais je m'attends pas. Franchement, avec la Coupe d'Europe, je m'attends Fais pas à gaffe, ce que Lille, ils arrivent comment à gérer sur les ça fait du bruit quand on- deux tableaux. Tu vois, c'était aussi se dire ça, c'est qu'ils ont quand même, Ouais, été c'est loin en Coupe d'Europe finalement, tu vois. Mais- Donc de bah- pouvoir gérer avec cet effectif-là le truc. Puis je sais pas, c'est peut-être un truc d'expérience où j'imagine toujours intrinsèquement Marseille plus en capacité de gérer cette pression-là Ah, mais vu le ou début de de la gérer des saison, saisons comme ça. Et, Ouais. et Lens pareil parce qu'il reste quand même sur deux très bonnes. Enfin, il restait sur deux très bonnes saisons avec des qualifications en Ligue des Champions. Donc tu as un En fait, truc où tu... le souci, c'est que tu regardes le début de la saison, en vrai de vrai, c'est le 1er septembre. Parce que c'est après la fin du mercato. Moi, je pars du principe que le mercato devrait s'arrêter au moment où commence le championnat. Parce que le début de la saison, finalement, quand tu vois ce qu'a fait Marseille et le fait de sortir en Ligue des Champions, Oui, ça change. bah, ça change toute la saison. Parce que tu sais que ça se passe mal avec l'entraîneur. Déjà d'entrée, tu le sens que Marseille vont faire une saison horrible. Ouais, ouais, tu vois. bah, Donc déjà, on avait après, Marseille. juste le tour préliminaire. hein. Et si on avait fait le point entre l'effectif, comme tu disais, l'entraîneur, parce que la qualité de l'entraîneur, quand même, ça compte. par rapport à un club en concurrence, justement, ça compte. Le fait que Lens est un peu surperformé, donc il y avait peut-être un problème pour l'année d'après, c'est toujours comme ça, comme Brest cette année. Peut-être que l'année prochaine, ça va être plus compliqué. Au final, comme disait Surtout que Lens, Swan, ils avaient perdu Seko Fofana et Loïs Openda. oui, pour les comme remplacer. disait Swan, Lille, tu les mets 3 ou 4 au début de la En saison. tout cas, top 4. Mais pour moi, la vraie déception, pour moi, je pensais, quand ils étaient en demi, que Lille était capable de gagner une Coupe d'Europe. Vraiment.
sur cet enchaînement-là. Parce que on parlait de choke, parce que ce match c'est clairement un choke. Aston Villa à domicile, le but qu'ils prennent casquette, c'est un choke, c'est un choke aussi. Et j'aurai la chance d'être à Athènes pour la finale de la semaine prochaine. Tu jouais Olympiakos en Grèce. Tu te dis que c'est pas pire que de jouer le Real pour le PSG en finale de Ligue des Champions ou Leverkusen pour l'OM, tu vois. Et je trouve que ce deuxième match, ce match retour à Leverkusen contre Aston Villa de Lille, ils ont fait un super match. Et c'est là que tu as vu qu'ils avaient été capables d'amener le public avec eux, ce qui n'est pas toujours été le cas dans ce stade-là. Moi, j'ai vibré de fou. Sur les deux matchs. C'était hyper bien. Et ils ont fait une vraie... Dans les dernières ils ont fait... Ouais, c'est ça le truc. C'est que pour moi, le vrai choc, c'est ça, parce qu'ils ont fait 90 minutes de patron avec un Benjamin André incroyable. Et cette équipe-là, elle a montré, je trouve, qu'elle méritait d'aller chercher la 3e place. Et ils se sont liquéfiés. Et c'est une vraie déception, parce qu'ils auraient dû aller chercher la Ligue des Champions. Après, bravo à Boss. Mais pour moi, cette équipe-là, elle a fait, en termes... C'était une équipe, chaque année, tu as une équipe pour laquelle tu n'as pas de sympathie à la base, dont tu regardes les matchs parce que ça te plaît. Et pour le coup, je trouve qu'il y avait un vrai combo de joueurs hyper satisfaisants à regarder. Je pense évidemment à Zegrova, mais à Thiago Santos aussi. Pour moi, le double pivot Bentaleb-André, pour moi, c'est... moi, j'avoue, même David, il fait une deuxième partie. Voilà. Zegrova, psy kiff quand même. Mais tu vois, quand même, c'est ce qu'on disait, si tu prends Yoro, si tu prends la saison de Chevalier, qui fait quand même une bonne saison aussi. Ismaili, qui paye pas de mine, mais qui est quand même hyper solide à ce poste-là, t'arrives quand même à une équipe qui a 0 fuseau par contre, mais qui est très... Ouais, mais après... je parle tu dis ça pour qui? Pour Benjamin André, c'est ça? Mais même tu vois les gars qui remplacent, mec. Au final, Cabella, il faisait ses matchs. T'avais quand même des Angel Gomez dont tu parlais qui franchement, c'était une belle équipe. J'ai pris énormément de plaisir, et dans la campagne européenne encore plus. Tu vois, en fait, Brest a mangé trop de plaisir de Lille cette saison. Ouais, après c'est quand même assez inattendu. Ils ont pris trop de place dans la sensation de la saison, parce que Lille fait une saison exceptionnelle. Mais globalement, de toute façon, Lille, et on va parler de Monaco après. Lille, pour moi, c'est un petit peu le syndrome des grosses équipes de cette année en Ligue 1 qui ont permis à Brest, au-delà de la super saison de Brest, d'être là. Bien sûr. C'est que pour moi, les grosses équipes derrière Paris n'ont pas été capables d'enchaîner ou de faire des séries suffisantes pour se mettre à l'abri, et notamment à l'abri de Monaco, dont tu sais qu'au final, c'est devenu un gimmick qui finisse la saison forte. Tu vois. C'est comme ça. Mais... Après, juste Brest, il y a un truc, ils ont mis extrêmement en danger Paris sur 2 matchs entiers. Et il y a ce truc aussi où il y a eu des décisions arbitrales qui ont été compliquées dans des gros matchs, qui fait que Brest-Monaco par exemple, mais même à Lyon où ils perdent 5-4. Il y en a quand même pas mal des matchs, parce que tu vois, pour que ça devienne un début de polémique. Brest dérange en Ligue 1. Genre Brest dérange, c'est qu'il y a quand même eu quelques décisions arbitrales qui ont été en leur défaveur. Et voilà, dans ce qu'on disait, Lille, moi je trouve que c'est toujours pareil. Ils se font toujours avoir la dernière minute les clubs français en Coupe d'Europe, que ce soit, je parle pas de Paris-Marseille, mais genre toutes les épopées un peu récentes. Même lance contre Fribourg cette année. Mais bien sûr, même Marseille à l'époque avec Valbuena, ils se font avoir la dernière minute. Même Paris, ils se font avoir la dernière minute. Il n'y a pas si longtemps avec Igor Tudorov. En vrai, le Pana, si tu regardes le match, j'en ai marre. C'est un scandale d'arbitrage. Et à l'aller et au retour. Mais Lille, moi j'attends la saison prochaine pour le coup. Mais le problème, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'attends la saison prochaine. Parce que tu vas voir qui va partir et. Ça va être le gimmick de l'émission. Les temps, je change d'avis sur lui. Très bon travail, franchement top. Surtout que les relations n'étaient pas forcément très cordiales entre les deux. Ça fait 2 saisons que ça dure, donc aussi bien pour l'un que pour l'autre. Une saison comme ça, saison comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc meilleur homme de la saison côté lillois, c'est vrai que tu as évoqué pas mal de joueurs. Zegrova, c'est quand même, mais ok, d'accord. Ok, pas de souci. On reste. Toi, tu veux revenir sur Thiago Santos, c'est ça? Pas du tout, mais non. On l'a dit, belle révélation. Ils sont allés chercher en D2 portugaise et tout. Franchement, c'est un recrutement extraordinaire, parce qu'il a tout. Il a la vitesse, la puissance, et techniquement, il tente des trucs où le gars il joue dans la rue. C'est incroyable. On n'en a plus trop des joueurs comme ça, et j'ai vraiment kiffé de le voir. Le nouveau Maicon, pourquoi pas. Mais vraie question, parce qu'on c'est ce que je disais à Alexis. En remplaçant Dakimi, est-ce qu'il fait tâche? Mais après, le problème, c'est que tu sais, en fait, tous ces profils-là. Je sais pas ce que c'est. Moi, en fait, le PSG qui tente des coups me manque. Mais bien sûr que oui. Quand tu as une surface financière comme ça et que tu es capable finalement d'absorber des échecs, là, cette année, avec Colomboigny, tu as absorbé un échec qui est quand même assez conséquent. C'est vrai. Et en fait, le fait d'avoir ta surface financière fait que tu tentes plus de coups.
ou de semi-coup. C'est-à-dire qu'on parle souvent, tu entends souvent l'argument qui revient à Manchester City, ils ont Ou des patate de thunes. Ce qui est vrai. Mais la différence entre les deux, c'est que Manchester City a toujours été capable de transformer des joueurs qui étaient déjà bons en joueurs très très bons. Ouais. Bernardo, De Bruyne. Guardiola. On est d'accord, le coach il joue. Et là où tu as raison pour moi, c'est que tu peux aller chercher peut-être des joueurs qui vont percer chez toi. Mais C'est lequel le dernier coup alors, du Paris Saint-Germain? Parce que là, moi, j'ai forcément les Uruguayens qui étaient venus, là, Carlos Bueno et... non, en vrai, Non, justement, c'est le dernier coup qui a plutôt floppé. Dans l'absolu, Christian pour moi, c'est Rodriguez Barcola. Dans et l'absolu, Bueno. si tu sais... Dernier coup, tu as réussi Barcola. Barcola, Oui, c'est vrai. Belle réussite, Verratti était un beau coup dans l'absolu parce qu'il arrive. Marquinhos, Voilà, mais. Quand Marquinhos, il arrive, il a 19 ans, Arrête avec Marquinhos. il a fait un an à la Roma, il était à droite dans un 3-5-2 et il finit. Non, mais des vrais. Non, Draxler, c'est un coup. Raté. Mais je le kiffais, Draxler, quand il était à chaque club. Il arrive mercato hivernal, mais il arrive cher quand même, 30 ou 35 Ouais, millions, mais- je crois. Patrick Kluivert. Tu veux pas regarder des coups ratés, il y en a pas mal. Tu veux parler de Paredes ou de Non, c'est en vous. Krikoviak? Voilà. On peut faire un quiz. On peut faire un quiz. C'est des vrais coups ratés. Pressé. On reste dans le bilan de cette saison de Ligue 1. On va s'intéresser à un club qui se voulait ambitieux cet été après une belle 4e place la saison dernière. Le Stade Rennais, 10e cette saison à 15 points du podium et du Stade brestois. 15 points, c'est pas beaucoup dans l'absolu. C'est quoi? C'est énormément. C'est 5, c'est jamais que 5. Énorme. Ludo Blas, Enzo Lefebvre, Rieder, Yildirim, Nemanja Matic qui sont arrivés cet été. Matic est parti. Très bonne saison avec l'Olympique Lyonnais. Bizarre. Alidou Seydou qui arrive cet hiver, Azor Matusiwa, il y a eu l'éclosion des frères Doué. Est-ce que tout simplement c'est la plus grosse déception de la saison, le Stade Rennais? Ah bah ouais, mais on en parlait au tout début de la saison. Tu sais, j'avais fait une espèce d'analogie avec les Chaque année, blockbusters. tout le là, monde est troisième. où tu fais, à chaque fois il y a un Fast and Furious, c'est le même casting, on te dit ça va être un film différent et puis tu regardes le même film en fait. Mais, moi, Rennes c'est toujours la même histoire tous les ans. Ils font toujours des recrutements. Non, mais assez ambitieux. Non, mais l'ambition, c'est quand même d'aller beaucoup plus haut que ce qu'ils font en général. Et j'ai l'impression que c'est année après année, c'est un peu toujours la même chose. Là, c'est pire que d'habitude, mais au final, ça floppe comme d'habitude. Pour moi, c'est juste l'écart médiatique entre l'OM et Rennes qui fait qu'on parle de l'OM et de la déception et de la catastrophe, qui fait que, mais pour moi, Rennes, c'est 1000 fois pire. Ah ouais, moi, et je dis pas ça parce que j'ai de la sympathie pour l'OM, je dis plus ça limite parce que j'avais des attentes pour Rennes. Bah ouais. Tu parlais de surface financière tout à l'heure, on est quand même sur un des clubs qui se porte bien dans ce domaine-là et qui a réussi à beaucoup vendre et à bien se porter. Grâce à son très très bon centre de formation d'ailleurs. Et on le salue. Une pensée pour la pive. On l'embrasse. Mais globalement, là, tu as cité que les joueurs qui sont arrivés au mercato d'hiver ou au mercato d'été. Mais la base, elle était déjà hyper solide. Tu as quand même des joueurs. On n'a pas parlé de Bourigeaud, on n'a pas parlé de Martin Terrier qui est très bien revenu après une blessure hyper compliquée. Truffert qui est un très bon joueur. T'as Truffert, t'as Gouiri qui. Enfin bref, on va pas tous les citer. Et puis t'as des bons joueurs de Ligue 1, du Santa Maria, des gars qui font le taf dans notre championnat. Pour moi, les supporters rennais sont très très gentils. Mais les Bretons sont mais parce que pendant des années ils ont eu l'image du club sympathique qui perd un petit peu, où il y avait des joueurs qu'on aimait bien, il y a Monterrubio, il y a Frey, il y a Nonda, tout ce que tu veux. Mais en vrai de vrai, là, les supporters rennais, depuis 3-4 ans, ils sont hyper gentils. Ils ont eu des matchs un petit peu kiff avec en Coupe d'Europe, je crois que c'était le Betis. Ils ont même face à Arsenal. Contre Arsenal. Ça, c'était il y a 5-6 ans. C'est vrai que le temps. C'est vrai qu'on est vieux avec le temps passé. Mais sincèrement, là, tes supporters, tu vois l'effectif au début de l'année. Moi, je me dis, mais les gars, on va en Ligue des Champions cette année. Et tu vois des trucs, tu te dis, waouh. C'est qui l'entraîneur au début de la saison Bruno Genesio. Pourtant, c'est un super coach, je trouve. Mais je pense que c'est le club qui est mal tenu, qui est mal géré, qui est mal tout ce que tu veux parce que. Flo Maurice, il est pas sur le départ là. Si, ouais, justement pour rejoindre Bruno Genesio a priori. Bon, tout ça c'est du football fiction, mais du côté de Nice. Justement, ça me choque que à la mi-saison, tu essaies de faire un joueur parce que tu perds Matic. C'est Pierre Lesmelou. Je suis désolé, il fait une saison exceptionnelle. Il fait équipe type de Ligue 1. Mais tu peux pas aller chercher un autre joueur que Pierre Lesmelou. Il y a un côté panic buy. Non, mais même. Oui, il y a un côté, on va le prendre parce qu'on a la pression, parce que le mec il joue à côté. Enfin, je sais pas. Il y a un côté pas d'idée. Le déménagement coûtera pas cher. Mais regarde Lille. Ils vont chercher des joueurs, quoi, tu vois. Et ils ont moins d'argent et ils vont chercher des meilleurs joueurs. Il y a un problème, tu vois. Quand tu sais avec quelle défense centrale tu pars pour la saison, c'est pas possible. Et Florent Maurice, je suis désolé, à Lyon, à l'époque,
il n'arrivait pas à recruter des défenseurs centraux corrects. Lyon, pendant 10 ans, ils ont un problème de défense centrale, avec des Diakité, des mecs qui... Enfin, c'était pas possible. Et malheureusement... C'est lui qui a fait venir Naïef Aguerd, quand même. Alors, très bien, 1 sur 200, ok. Théâtre, non, il est moyen. Bah, il fait une très mauvaise saison. Ouais, mais après, c'est un très bon joueur. Mais Théâtre, c'est un bon joueur. Après, Arthur Théâtre, il a eu un souci, c'est que quand il est recruté à Bologne, il y a d'Ostende, c'est un joueur qui était à gauche dans une défense à 3. C'est exactement ce que Parce qu'il a un profil un petit peu hybride où il a été formé au poste de latéral gauche et là il se retrouve central dans une défense à 2. C'est vraiment, tu passes du tout au tout. Et c'est un endroit où il ne peut pas forcément exprimer ses capacités. Donc c'est un gars qui ne te lâchera jamais, qui a beaucoup d'énergie et qui a une bonne présence offensive, je trouve. Mais il Bourigeau, faut... pareil, c'est des bons joueurs. Mais Moi, j'adore Bourigeau. Bourigeau, super joueur. Mais le problème, c'est que c'est pas ces joueurs-là qui vont te faire passer un stade. Tu vois, as besoin d'avoir un... Et c'est quoi le problème? C'est cette étiquette un petit peu de gentil, c'est un club qui manque un peu de caractère. C'est un club qui sort des joueurs. Qu'est-ce qu'il faudrait alors? C'est un club qui sort des phénomènes, parce que Désiré Doué, c'est un phénomène. Mais vraiment, et je pèse mes mots. Tu vois, tu parlais de Paris tout à l'heure. Donc ils vont le vendre encore 60 millions. D'ailleurs, je comprends même pas comment il n'est pas encore signé au PSG. Je pense qu'ils sont... C'est les meilleurs exemples du football français que Paris rate, comme les Kamavinga, comme ces mecs-là. Et ils vont encore gagner beaucoup d'argent dessus, et ils vont acheter encore des joueurs moyens. Enfin, des joueurs moyens, j'exagère, tu vois. Des bons joueurs. Mais à un moment donné, si tu as des ambitions, parce que le club, je ne sais même pas s'il est rentable au final. Tu vois? Je pense quand même, non? Bon, en tout cas, sur la balance vente-achat, ils sont bien rentables. Okay, mais maintenant ça fait une belle jambe de supporter. Hein, voilà, mais aujourd'hui, tu as le droit d'avoir un peu plus d'ambition vu que tu es rentable. Tu vois, c'est ça mon point. Donc tu as le droit d'aller chercher des joueurs qui vont... Et je te parle pas des Matic, je te parle des joueurs qui sont... tu prends le meilleur buteur de Belgique, tu prends le meilleur ailier droit de Grèce, tu prends des joueurs qui vont... comme à l'époque, le entre guillemets, gros Rennes qu'on a connu, c'était des mecs où tu avais des ailiers monstrueux comme Doku, comme ces mecs-là, mais il y en avait... Maurice qui le ramène. Mais il y en avait 4 ou 5 dans l'équipe. Ouais. Là, il y a Gouiri. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gouiri? Je ne comprends pas. À Nice, pendant 6 mois... Il est stratosphérique, il part à Rennes, sans qu'on sache pourquoi. Mais vraiment, c'était un transfert surprise. Il y a eu un échange, c'était quoi? Avec Gaëtan Laborde. Avec Laborde, aucun sens l'échange. Mais vraiment, c'est... Et depuis, Gouiri, il te fait un match sur 10, où il te met un but de fou, mais c'est pas suffisant. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait, Bobo, à ton avis, selon toi? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Est-ce que c'est un souci... je sais pas, de caractère, d'étiquette, collé un peu à ce club, d'entraîneur. Je pense que l'ambition de Rennes, c'est pas forcément la performance sportive. Hein, tu vois, si on parle autant de la rentabilité du club et de la balance dépenses et recettes, c'est qu'il y a peut-être un truc qui va pas quand même quand ça dure depuis 10 ans et qu'il y a peut-être pas vraiment d'ambition sportive démesurée de se dire. On prend pas trop de risques, il n'y a pas trop la pression dans l'organisation du club, tu vois. Tu disais, les supporters, ils sont gentils parce qu'ils se plaignent pas. T'entends jamais le président. C'est pas qu'ils se plaignent pas, c'est qu'en tout cas, je pense qu'ils devraient se plaindre plus. Ouais. C'est surtout ça. Mais c'est assez étonnant, tu vois, qu'il n'y a rien qui bouge plus, alors que les résultats, ils sont quand même décevants année après année, et qu'il se passe pas grand-chose. Donc moi, je suis pas sûr que, tu vois, il y a une ambition sportive réelle. J'ai du mal à le croire. Ok. T'en penses quoi, toi, de Rennes? Non, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec j'allais dire ce que vous dites d'une manière générale. Moi, je pense que c'est un nouvel ambitieux, une sorte de nouveau riche un petit peu qui arrive... ça fait quand même 10 ans qu'ils sont nouvellement ambitieux. Non, je ne suis pas totalement d'accord. Ça fait 5-6 ans qu'ils ont découvert la Coupe d'Europe. Luis Fabiano. C'est 100 millions il y a 15 ans. Hein. Luis Fabiano. Mais même si 100 millions de francs. Moi, je suis quand même d'accord avec toi. Mais même si tu prends 5-6 ans, ça fait 5-6 ans que c'est de la stagnation quand même. Ils gagnent la Coupe de France en 2019. Il s'est passé quoi depuis? Ils ont découvert la Coupe d'Europe. Découvert, mais l'année où ils gagnent la Coupe de France, ils font quart de finale de l'Europa. Peut-être que nous, on est contre trop... Arsenal. Tu vois, c'est-à-dire que... Mais ça, c'était il y a quoi? C'était il y a 5 ans? C'est 2019, donc c'était il y a 5 ans. Ouais. Mais ça veut dire qu'avant ça, ils avaient... avec Alexander Frey, ils avaient fait Ligue des Champions, hein, si tu veux. On peut reprendre l'histoire sur les 20 dernières années. Ils ont quand même des cycles où Rennes, c'est un club qui a performé, je pense plus avant qu'il y ait autant d'oseille que maintenant. Non, le problème de Rennes, c'est que c'est un club qui a toujours été déçu, où ils ont toujours eu des déceptions. Ils ont perdu en finale contre Guingamp, ils ont toujours eu de choc, genre Jim Briand au bord du terrain pour la Ligue des Champions, mais finalement il passe pas, il y a eu des trucs comme ça. Et du coup, ils se sont un peu habitués, je pense, à être déçus. Et le problème, c'est que quand tu t'habitues à être déçu, du coup, tu es un peu moins exigeant, je pense, tu vois.
Et on en revient à nos clubs, au PSG et à l'OM, c'est que maintenant tu te fais au fait que les mecs choquent, quoi, tu vois, et c'est chiant, quoi. J'aimerais que Saint-Étienne, tu vois, que Rennes soit deuxième de Ligue 1 l'année prochaine, tu vois. J'aimerais, mais ça n'arrivera jamais, je pense. Je te trouve quand même un petit peu dur. Mais on va parler de Monaco, du coup. Justement, transition toute trouvée, on va évoquer le vrai dauphin de cette Ligue 1, l'AS Monaco. Est-ce que ça fait un joli deuxième ? Parmi tous ceux qui ont été deuxièmes cette saison en Ligue 1, c'est le club qui l'a été le moins souvent. Brest l'a été plus souvent, Nice l'a été plus souvent, et au final, tu disais, ils arrivent toujours à finir très très fort les fins de saison, et puis Monaco qui arrive deuxième à 9 points du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un joli deuxième, le plus beau en tout cas de cette Ligue 1 ? Pour moi, c'est le moins moche. Ok. Mais... Pourquoi tu rigoles, Boris ? J'aime bien quand tu dis moins moche. Non, mais parce que c'est important. Ouais, franchement, pour moi, ils sont restés en jog alors qu'ils auraient pu mettre le costard, quoi. Ok. Vrai, vous pensez qu'ils auraient pu être... Alors moi, je vais te dire ce qu'on s'est dit avec Joe au téléphone quand on a préparé l'émission, et c'était vraiment mon argument de base, c'est que je reste persuadé, et on le sait tous ici parce qu'on regarde, on adore la Ligue 1, Monaco, pendant une grosse partie de la saison, ils n'arrivaient pas à enchaîner 2 matchs de suite. Ouais. Et pour moi, on va revenir sur leur effectif, sur ce qu'ils étaient capables de produire. Le PSG aurait dû être champion cette année, pas de souci, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais ils ont été en vacances trop vite grâce à Monaco. Je pense que Monaco aurait pu finir beaucoup plus proche et qu'on aurait pu avoir pas un multiplex pour le titre, mais je les aurais préférés à 3-4 points de Paris à la fin de la saison. Un peu comme l'année dernière, Lens a fait avec Paris. Ouais. Et puis au début de la saison, on rappelle quand même que Paris, ils sont pas bons, ils enchaînent des matchs nuls, ils sont 2e, 3e, il se passe un truc où tu te dis... d'ailleurs, il pose la question, est-ce que vous pensez que Nice va vous embêter pour le titre à Mbappé, tu vois ? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Et au final, ils sont où, Monaco, déjà, à ce moment-là, quoi, tu vois ? L'effectif de Monaco, mais c'est une folie. Il y a 5 avant-centres internationaux, quasiment. Il y a quoi ? T'as Mbolo, Ben Yedder, Balogun. Ouais. Je sais plus, j'en avais compté 5, mais voilà. T'as Golovin qui fait une très très bonne saison, surtout deuxième partie de saison, mais saison. T'as les 2 milieux qui sont stratosphériques en Ligue 1, je parle. Fofana et Zakaria. Ben Seguir à Cliouche. À Cliouche, c'était un plaisir absolu toute la saison. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Et derrière, ils n'étaient pas si mauvais que ça non plus, en vrai. Non, franchement, Singo, ça joue bien. Non, franchement. pas Kobel. Philippe Keun, c'est un peu le marronnier un petit peu du côté de l'AS. Caio Henrique. Non, pour moi, ils avaient une équipe pour être beaucoup plus proche de Paris, pour moi. Voilà, c'est juste mon point. Mais oui, c'est un beau deuxième. Est-ce que c'est le plus bel effectif de Ligue 1 ? Ou alors, je vais être le plus cohérent. Le mieux construit, tu vois, le plus cohérent. Il y a des profils un peu différents quand même, tu vois, en termes de, quand tu regardes le milieu, en termes de puissance. On parlait de Zakaria ou de Fofana, mais on n'a pas parlé de Minamino, tu vois, qui a justement un profil complètement différent, tu vois, de finesse technique qu'on va retrouver chez Golovin. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez homogène dans les profils, tu vois, que t'es pas un truc de stéréotype, on a que ce type de joueur-là. Et Minamino qui avait déjà connu l'entraîneur. Exactement. Ce qui change tout. Ouais, ça change tout. T'as un bon ratio, entre les jeunes et les plus anciens aussi. Ils ont pas mal de jeunes cette année. On parlait du centre de formation de Rennes. Qui confirme. Monaco, c'est très sérieux aussi. Donc, franchement, cette année, je les aurais préférés un peu plus haut. Mais faut quand même expliquer aux gens que une saison sur 34 matchs, ça va plus vite. Il y a 4 matchs de moins. Il y a 12 points. Et comme tu dis, le PSG a fait beaucoup de matchs nuls cette année. Et pour aller chercher un titre, ou en tout cas pour embêter le premier longtemps, tu sais que Paris joue avec des champions quoi qu'il arrive. Tu sais qu'au mois de février, mars, ils vont être un peu perturbés. En plus, c'est une saison où tu as le cas Mbappé, plus le cas Mbappé versus Nasser. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe en plus, Monaco. Et c'est une saison de transition, parce que voilà, tu sais que franchement, il y a un truc à faire, quoi. Je suis désolé, il y a un truc à faire. Mais après, tu vois, Swan, il donnait l'exemple du truc du jog, là, mais quand tu viens en jog et qu'en fait, il n'y a personne pour te dire que tu es mal habillé, tu vois, quand tu joues dans un stade comme ça, dans une ville où il y a zéro pression, où en fait, ça pousse pas à lancer une dynamique. Tu vois, genre, je me dis, t'as la même saison avec le public de Marseille, mais enfin, tu vois, tu t'es champion en fait. Mais même avec la de Marseille, le public de Lille, ils ont été champions. L'équipe de Lille, quand ils sont champions, elle n'est pas non plus 10 fois meilleure que celle de Monaco. Ouais, je suis d'accord. Et Montpellier, n'en parlons pas. Et je pense que ça, c'est un truc dans des années où il faudrait se forcer un peu. Tu vois, si t'es pas vraiment au-dessus.
Monaco, l'année où ils sont champions, ils sont vraiment au-dessus. Il n'y a pas de débat. Quand c'est genre ils sont un poil en dessous, mais qui pourraient aller le chercher, ils n'ont pas les moyens parce qu'il y a un truc de Il n'y a pas de ressort, d'environnement, de ressort Ouais, mental. tu peux pas aller chercher autre chose. Donc pour toi, s'ils n'ont pas pu être champions, au moins titiller le plus possible Paris, c'est parce qu'il n'y a personne. C'est pas pour ça, mais je pense que ça joue, tu vois, c'est un contexte en fait, c'est un contexte global et que les clubs quand même qui performent énormément en Europe année après année et qui vont aller chercher des trucs, ils sont souvent portés par toute une atmosphère qui existe autour du club. Après, ils ont mis parce qu'il y a eu le directeur sportif qui est parti, Michel, au début de la saison. Donc tu te dis, il y avait une petite période de flottement et dans ces clubs-là, si tu as un peu de flottement, tu perds du terrain. Ça impacte les joueurs, vous pensez que du mouvement comme ça pour l'avoir vu dans les bureaux, oui. Pour moi, oui. Mais... Ok. Et qu'est-ce qu'il a manqué alors du coup? Donc, toi, c'est plutôt une bonne pression, en tout cas, c'est ce qui a un peu joué. Swan le disait, tu vois, il y avait le truc d'enchaîner. Ouais, une série quand même, si tu te lances avec une bonne série, ça fait quand même bien la diff. Et puis il y a des moments où tu perds quelques points là où il faudrait pas, où tu as l'impression que les mecs ils sont en claquette déjà sur les matchs et que s'ils le perdent, ils regardent derrière, ça va. Devant, en fait, ça a l'air d'avancer trop vite. Bon, tu vois, je sais pas, il y a jamais ce truc où... Et puis, il faut quand même dire à un moment donné, il a manqué une quinzaine, voire une vingtaine de buts de Balogun cette saison. Ouais. Qui a été, vraiment, je pense 40 millions. Pour moi, c'est de la déception de la saison en Ligue 1. Il a raté quand même deux pénaltys dans le même match. Après, à 18h, il a mis du temps aussi à trouver un peu son système. Un coup, il mettait l'un titulaire, l'autre remplaçant. Il les a rarement fait jouer ensemble. Ouais, ils ont eu Mbolo blessé pendant un bon bout de temps aussi. Mais Après, il y a eu surtout Ben Yedder très remplaçant. Tu vois, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau coach, il est remplaçant. C'est même pas qu'il y a un nouveau coach. À chaque fois qu'il y a un coach, il est remplaçant. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau coach, il est en embrouille avec le coach. Exactement. C'est aussi... vous pensez que ça va faire du bien le départ de Ben Yedder? Là, il est en fin de contrat. Du coup, il va du bien ou du mal, c'est pas. Mais en tout cas, je pense que c'est bien pour tout le monde que la page se tourne. Il faut pas, pour le coup, il a mis ses buts. Il a mis ses buts, mais. Il a été extrêmement performant avec Monaco. Ouais. Tu vois. Et vous les voyez où alors du coup la saison prochaine? Donc on rappelle en Ligue 1. Ben Yedder. Vous les voyez faire quoi? Alors du coup, ils vont disputer, ils sont qualifiés directement pour la phase de Ligue de la Ligue des Champions, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, dans le chapeau 4. Il y a Youssouf Fofana aussi, il lui reste un an de contrat, donc potentiellement, ça va soit une prolongation, il va partir. Vous les voyez faire quoi l'année prochaine, l'AS Monaco? Changer 80% de leur effectif comme tous les ans, non? Acheter un nouveau gardien, un nouveau défenseur central. Il y a des saisons, ils achètent 15 joueurs. Je sais pas. Moi, c'est un peu un mystère cette équipe. J'arrive jamais à savoir. Moi, j'ai confiance en Duter pour garder un peu tout le monde sur. Je pense que Fofana partira et que ce sera mérité pour lui d'avoir un beau transfert. J'ai vu qu'on parlait de lui au Milan. Je lui souhaite mieux. Pour la première ligue, quand même. Je pense que c'est bien pour lui, mais même si Milan manque un petit peu d'impact au milieu, mais je pense que Duter est capable de faire venir des joueurs aussi, peut-être. Toujours un bon pouvoir d'attraction. Ouais. Il n'y a pas d'impôt, oui. Ça aide qu'il n'y ait pas d'impôt. Il y a un grand prix. Oui, c'est le cadre. Il y a Casino. Fofana, vous ne voyez pas aller au Paris Saint-Germain? Lui, l'enfant du 19e. Le 19e. Mais des joueurs, il faut qu'on parle. Moi, j'y crois pas. Franchement, en vrai de vrai, je suis lui. Je sais pas, je vais ailleurs. Ouais. Ah ouais? Ouais, ça fait combien de temps? Je vais te dire un truc. Ça va être en Ligue 1. Les frères Thuram ont été approchés par le PSG et ils ont dit non. Non, parce qu'en fait, si tu signes à Paris, t'es keblo après. En vrai, tu bouges plus. Tu peux plus sortir de Paris. Il n'y a pas eu une vente de joueurs au PSG depuis que le Qatar est arrivé. En plus, c'est limite à 70. Mais un jour, il sort jamais de Paris. Le périph', il dépasse jamais. De Paris, du 8e. Pardon. Ok, bon, c'est moi qui me faut. Mais je pense que Monaco va être acheté par. T'as rangé tes fiches, c'est fini déjà? Bah ouais. Bon, c'est passé vite. Surtout qu'on arrive bientôt à une annonce. D'ailleurs, excuse-moi, il avait une annonce. J'ai deux annonces à faire. Okay. J'ai deux annonces. La première annonce, c'est qu'on tourne lundi un entretien exceptionnel avec Eric Roy. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de Brest, il faut le dire. King. Non, on en a parlé. On en a beaucoup parlé tout au long de cette saison. Mais depuis septembre, de tous les joueurs, poste je par leur poste. Je disais Brassé, c'est un monstre. Je disais Loco, c'est un monstre. Et ils me disaient ah ouais, je vois. Vrai ou faux? Non, pour moi, ils ont été exceptionnels sur cette saison, mais, c'est ça aussi la difficulté de la Ligue 1, c'est qu'il faut s'installer dans la durée et être fiable sur plusieurs saisons. Et la deuxième annonce, c'est qu'on m'a dit, un agent reconnu m'a dit que Monaco allait être acheté par les Saoudiens et que les Qataris mettaient Campos à disposition à Monaco. Voilà.
On verra si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Moi, c'est ce qu'on Thibaut Vazarian, là. Ah, hop là. Attention. On finit l'émission sur une bombe. une bombe à latina. Une bombe ou une glissade. Ok, bon, c'est noté. Et donc, ouais, donc prenez date. Dimanche, on est au Folies Bergères pour l'événement Mosaïque, Champions League édition 2, avec toute l'équipe. On va remettre le lien, d'ailleurs. On va remettre le lien, voilà. Il reste des places à acheter. Et puis donc lundi, on tourne un entretien exceptionnel avec King Eric, c'est comme ça qu'on le surnomme maintenant dans le Finistère. Le meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est lui qui a été élu devant Luis Enrique, Paulo Fonseca et j'en oublie encore. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Swan, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Là, T'es là pendant l'Euro ? Non, je suis en Allemagne, mais je peux faire consultant si vous voulez depuis l'Allemagne. N'hésitez pas à vérifier. Je ferai un duplex depuis l'Allemagne. Il nous entend pas. Il nous entend pas. Voilà. Maintenant, je serai en Allemagne pendant un mois. Il va me manquer. Hein. Comment tu vas faire, toi ? Sympa, Bah, je sais merci pas. pour nous. Bah, on Je sais sera pas. là. Il dit, Non, ça, mais il dit ça, mais on peut quand même balancer. Il dit ça, mais il est amoureux, Boris. Allez, c'est Moi, je veux la pas deuxième rentrer, bombe. La non, deuxième bombe de la Ou la glissade, encore une fois. Hein, Boris ? Je vois pas de quoi. De Swan, ouais. C'est dingue. La jalousie te fait faire des trucs horribles. Bon, merci aussi à tous les deux, les gars. On se revoit très très vite. Bobo, Jo. Et merci encore à vous, les abonnés. Vous êtes. T'avais dit combien ? 237. 237 000. Et ça se trouve, c'est encore augmenté. Voilà. Merci encore. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous suivre chaque émission, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc voilà. On revient très très vite, toujours sur la scène de la zone. Salut, ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.